C'est un plaisir de vous compter parmi nos téléspectateurs fidèles de la radio-télévision Héritage. Bienvenue dans votre émission. Jean-Lucien Kitima, le recteur de l'IFASIC, celui, le lead de ce numéro. Avec lui, on parlera parcours professionnel, mais aussi de la prise en charge des jeunes après l'université. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour Pamela. Voilà, ravi de vous avoir comme invité. Nos téléspectateurs en train de vous suivre, si vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel, comment vous êtes arrivé à être recteur à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Pamela, il n'est pas toujours aisé de parler de soi-même, mais puisque cet exercice attend de nous cela, je ferai de mon mieux pour que je m'exécute dans l'essence de cette émission. Jean-Lucien Kitima, l'homme, le né de ma mère et le troisième de mon père. Je suis né à Kisangani un certain 23 novembre 1953, sous le coup de 23h30, selon les dires de ma très chère maman. Voici que l'école primaire s'est entièrement effectuée à Kisangani. Et la suite, école secondaire et mes premiers balbutiements à l'université à Kinshasa, avant de prendre la direction de l'Europe, où je suis d'abord de l'Afrique, tour à tour à Yaoundé, à l'université de Yaoundé 1, Waikele comme nous l'appelons, ensuite en Belgique, en France, en Suisse, et surtout pendant un long fort moment en Allemagne. Je suis parti de Kinshasa avec une licence en histoire. Et voici que pour cette suite parcours de combattant, j'ai embrassé tour à tour les sciences diplomatiques et consulaires, j'ai embrassé les sciences de l'information et de la communication, j'ai embrassé les relations internationales et je me suis intéressé également à cette question lancinante, sempiternelle liée à la paix, d'où je suis sorti expert en technique, gestion et résolution de conflits. Mais parallèlement à cette autre formation liée à la diplomatie, je pourrais déjà signaler qu'avant de prendre le chemin de l'extérieur, j'étais déjà retenu aux affaires étrangères comme cadre de collaboration, en qualité de cadre de collaboration, parce que j'y ai passé au sein de ces ministères mon stage académique, mais aussi un stage professionnel qui était concluant. Voici que sur base d'un concours, début des années 80, je suis retenu comme cadre de collaboration au ministère des Affaires étrangères, donc bientôt 30 ans, et je me retrouve directeur chef des services. J'ai dirigé, piloté plusieurs directions au sein de ces ministères, et je suis l'artisan principal de cette structure qui, pendant un temps, a fait la fierté de mon ministère, pourquoi pas du pays. J'ai nommé l'Académie diplomatique congolaise. Du côté de l'enseignement supérieur universitaire, c'est depuis les années 90, à mon retour de l'extérieur, que je me suis retrouvé permanent à l'ISTI, à l'époque Institut supérieur des techniques de l'information, aujourd'hui IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, en passe de devenir UNISIC, Université des sciences de l'information et de la communication. Voici de manière laconique, lapidaire, en style télégraphique, ce que j'avais sur le cœur et que je pense partager avec vos auditeurs. Vraiment, merci. Un parcours professionnel riche. Mais dites-nous un peu comment est-ce que vous aviez eu à trouver votre premier emploi? C'était compliqué? Pas du tout, comme j'ai eu à le dire il y a quelques moments. Aussitôt que j'ai achevé ma licence en histoire à l'Institut pédagogique national, parce qu'à la fois approche globale histoire en tant que science, mais aussi approche appliquée parce que formée dans le moule de la pédagogie, voici que je me suis intéressé aux affaires étrangères, avant même que je n'aie achevé ces cycles de licence.
Et cela, comme je l'ai signifié il y a quelques moments, une fois de plus, j'y ai passé mon stage académique d'abord, en année de licence, et à la fin de ces cycles de licence, j'ai été recruté parce que la période probatoire, cette fois-là, stage professionnel, a été concluant. Voici que je me retrouve cadre de collaboration à la direction Afrique-Moyen-Orient. Et c'est là que j'ai fourbi mes armes en diplomatie avant de me retrouver à la direction du protocole d'État et par la suite direction Europe, direction des organisations internationales, direction Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Donc pratiquement, j'ai fait la ronde de toutes les directions au sein de ces ministères. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi. Et lorsque je suis sorti du pays, c'était pratiquement en disponibilité pour besoin d'études. Et que la dame Chance m'avait souri. J'ai obtenu coup sur coup 6 bourses d'études. Et ce sont ces bourses d'études qui m'ont permis de partir du Cameroun, de la République démocratique du Congo, République du Zaïre à l'époque, contexte historique oblige, par le Cameroun et ensuite de tous les autres pays que j'ai eu à citer, tant pour la formation que pour les stages diplomatiques et consulaires. Et les stages diplomatiques et consulaires, ben, c'est par quarantaine que j'ai effectué ces stages à travers le monde, en dehors de ces cycles classiques de formation pour les quelques pays que j'ai eu à épingler. Et aussitôt rentré, j'ai retrouvé mes premiers amours, la diplomatie, mais aussi j'ai entrepris cette autre carrière qui n'est pas incompatible avec la diplomatie, c'est la carrière enseignante pour laquelle j'ai été suffisamment formé, pas seulement pour les cycles secondaires, mais aussi je fais la pédagogie universitaire. À votre époque, c'est comme si dès qu'on étudiait, c'était sûr de se trouver un emploi. Mais quelle étude comparative vous faites aujourd'hui concernant le recrutement, la jeunesse que vous avez vécue et celle d'aujourd'hui? Eh bien, autre temps, autre mœurs, dit-on. À cette époque, je me souviens, je n'ai pas fourni beaucoup trop d'efforts pour devenir ce que je suis, mais ce n'est plus de mise aujourd'hui. Je me souviens que les auditoires à l'université, dans les instituts supérieurs, surtout au niveau de la licence, mais nous n'avons pas connu la massification des auditoires. En licence, je me souviens, en première licence, nous n'étions qu'une bonne vingtaine, première licence. Et en deuxième année licence, nous étions 15. Ça suppose que nous étions suivis par nos enseignants, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et lorsque nous terminions, les secteurs embauche nous ouvraient grandement les portes. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens qui s'inscrivent au rôle Institut supérieur université, mais aussi en assez grand nombre. Et ceci parce que il y a un problème réel de création d'emplois. Les emplois sont certainement créés, je ne pourrais pas dire le contraire, mais les emplois ne suivent pas le nombre d'étudiants que nous, disons, les finalistes que nous diplômons chaque année. Je pourrais dire que les étudiants qui s'inscrivent au rôle, c'est dans une proportion exponentielle, géométrique donc, et les emplois créés revêtant la dimension arithmétique. Et je pourrais illustrer ceci. 2 fois 2, 4, 4 par 4, 16, 16 par 16, 256. Ça, c'est l'illustration du côté de nos sociétaires, les étudiants aujourd'hui. Mais du côté emploi, ce n'est plus exponentiel, moins encore géométrique, mais c'est arithmétique. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Ça signifie qu'au départ, 4 postes face à 4 demandeurs d'emploi. Mais aujourd'hui, pour prendre le 256, il y a 256 candidats, mais pour 16 postes disponibles. Voici la réalité d'aujourd'hui. Mais la jeunesse est en train de se décourager. Dans les universités, on trouve plein de jeunes. Mais une fois sur le marché d'emploi, ces jeunes ne sont pas recrutés, comme vous venez de le dire. Mais
quelle modalité faire pour que ces jeunes aient quand même une occupation? Comment comptez-vous prendre en charge ces jeunes gens en tant que parents, en tant que recteurs? Je crois que il est temps que nous tenions les états généraux de l'enseignement dans notre pays. Il est temps que le programme soit révisité des enseignements. Il est grand temps que l'on arrête avec cette pensée dans des familles que nécessairement tous doivent aller à l'université. Et je suis content, je dirais même mieux heureux, qu'il y ait aujourd'hui un ministère qui s'occupe de l'enseignement professionnel. Et coup de chapeau au chef de l'État en passant. Parce que nous avons plus besoin de ces cadres intermédiaires. Il n'y en a pas assez. Tout le monde n'est pas appelé à être ingénieur. Mais autant nous avons d'ingénieurs chômeurs, mais le contremaître, l'on ne le trouve presque pas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec ces ingénieurs? Nous avons des ingénieurs agronomes, mais les moniteurs agronomes, combien y en a-t-il dans ces pays? Voici pourquoi cette réforme est indispensable. Et que nous pensions que l'élitisme, qu'est-ce que nous voulons? Il faudra bien que sur le plan national, une option soit levée. L'université ouverte à tous ou l'université ouverte à quelques-uns? Ne faudra-t-il pas penser à durcir, entre guillemets, les conditions d'entrée, université et institut supérieur? Ne faut-il pas déjà à ces stades penser que la pyramide qui s'offre à nous n'est pas la pyramide de Khéops, mais la pyramide Snerfou, la pyramide renversée? La base, comment se présente-t-elle? Et les sommets? Et tout ceci appelle une réforme en profondeur de notre système éducatif. Il y a un réel problème. D'où viennent-ils ces étudiants qui se trouvent du jour au lendemain sur le banc des auditoires, universités et instituts supérieurs? Quelle école secondaire? Qui sont ceux qui enseignent aujourd'hui? Sont-ils sortis des matrices de la pédagogie? Ceux qui enseignent n'ont-ils pas raté leur vie? Et puis finalement, la seule occasion qui s'offre, l'opportunité, c'est celle de devenir enseignant. N'enseigne pas qui veut, Pamela. Enseigne celle qui peut. Donc le problème n'est pas seulement au niveau du recrutement, mais le problème, il est très profond. J'ai déjà entendu plus d'une fois les méchantes langues ou ceux qui doivent se raviser, traiter mes sociétaires d'être plus compétitifs. Mais moi, je leur retourne les ascenseurs. Ce ne sont pas le produit des l'IFASIC, ce sont le produit du système éducatif congolais. Ils viennent. Ce n'est pas à l'IFASIC que nous apprenons la grammaire, Pamela. Ce n'est pas à l'IFASIC que nous apprenons la conjugaison. Non. Quelle école secondaire? Pour quelle université? Et ils sont nombreux également qui attendent d'être recrutés. Mais est-ce qu'ils sont toujours à mesure de défendre les diplômes? Et puis quelque part, je me pose la question. Nous nous plaignons sans cesse, nous enseignants, que les niveaux laissent à désirer. Mais est-ce que nous enseignants, nous ne sommes pas responsables également quelque part? Donc, autant de questions. Autant de questions et vous avez soulevé des problèmes réels. Mais comment faire alors pour que ces jeunes gens, je peux dire, innocents, ils ont cette envie d'apprendre, ils ont appris, mais ils ne savent pas où aller. Il n'y a pas de l'emploi pour eux. Mais comment faire pour récupérer tous ces jeunes? Quelle piste de solution pour que ces jeunes se retrouvent aujourd'hui? Parce que si déjà un enfant de 15 ans a 4 frères, 2 sœurs qui ont fini l'université, qui ne travaillent pas, cet enfant n'a pas ce courage, ce goût d'aller à l'université. Parce que cet enfant se dira, je vais aussi chômer comme mes aînés. Combien sont-ils les juristes formés, licenciés? La République en a besoin, oui ou non? Mais quelle quantité? Je crois qu'il y a lieu de voir de ces côtés-là. Combien en faut-il?
par période de 5 ans. Les économistes, combien en faut-il pour les quinquennats, par exemple, qui suit? Des résolutions qui pourraient sortir des entrailles des états généraux de l'enseignement. Un trop plein de juristes. Et puis finalement, on ne sait plus quoi en faire. Un trop plein d'économistes. À un moment donné, je ne pourrais pas, moi, tirer à boulet rouge sur le Premier ministre. Je ne pourrais pas me l'autoriser. Mais il est grand temps que la République sache, pour une période de 10 ans, à partir de 2015 jusqu'en 2025, combien de juristes il nous faut, combien d'économistes il nous faut, et que les dispositions soient prises, que nous ayons cette frange-là. Les facultés, les spécialités qui manquent encore à l'appel chez nous, indispensables. Eh bien, que nous orientions un bon nombre de nos étudiants qui sortent des humanités, mathématiques, physiques, biologie, chimie, que nous les orientions vers les sciences. La polytech, combien il y en a des polytechniciens? Pas beaucoup, mais aussi que les écoles professionnelles dignes de ces noms poussent comme des champignons dans ces pays. J'exagère peut-être, pour que nous ayons cette classe intermédiaire. Parce que si tous se retrouvent à l'université et qu'à un moment donné, il y a explosion, on ne sait plus où mettre de la tête, il y a un réel problème. Et même si l'on pouvait trouver de l'emploi à tout ceci, mais quand ceux qui doivent exécuter, appliquer, matérialiser ce que l'ingénieur, les savants, a conçu, qui manque à l'appel, eh bien, il y aura des retombées fâcheuses au niveau de la base. Et voici pourquoi je parlais de la pyramide renversée. Nous devons penser à ceci et la réforme. Tant que nous n'aurons pas tenu des états généraux, tant que nous tous, parents, société, gouvernement, nous ne serions pas investis dans une réflexion profonde, pas rédiger des textes dans nos bureaux climatisés, mais prendre la température du terrain, nous n'aurons pas résolu cette équation. Nous diplômerons. Je suis professeur dans des facultés de droit, dans ces pays, à Kinshasa comme du côté de l'arrière-pays. Ah mais, je me pose la question, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, toujours avec l'idée qu'une fois les études universitaires achevées, je pourrais trouver un emploi. Mais, juriste, oui, mais vers l'avocature, certainement. Mais aujourd'hui, combien sont ceux qui peuvent se tourner du côté des cabinets des avocats, compte tenu du pouvoir d'achat? Si on ne sait pas nouer le 2 bouts du mois, à quel moment, même quand on est dans des problèmes, dans le pétrin, combien sont ceux qui peuvent aujourd'hui solliciter le concours d'un avocat? La magistrature, mais la magistrature, il ne faudra pas que nous allions au-delà du nombre requis par l'État employeur. Les économistes, mais pour quelle officine? Les économistes, mais de quelle filière? Il ne nous faut plus des économistes économistes, mais des économistes monétaristes, des économistes spécialisation banque. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans la formation des généralistes que des spécialistes. Je suis internationaliste, oui, mais je ne suis pas d'accord que nous diplômions de licenciés en relations internationales, tout court, non. Il nous faut davantage des filières. Parce qu'aujourd'hui, un licencié en RI, mais ça signifie quoi? Rien du tout. Quel licencié en RI, option politique internationale? Quel licencié en RI, option économie internationale? Quel licencié en RI, option histoire de relations internationales? Il nous faut plus de spécialistes que des généralistes. Nous avons plus de licenciés généralistes que spécialistes. Et voici que le marché de l'emploi s'écorce et devient aussi de plus en plus difficile. Et même ceux qui viennent avec de gros investissements chez nous,
mais ils ont plus besoin des spécialistes. Si déjà il y a des jeunes qui sont remis à niveau, qui passent par l'intermédiaire dont vous parlez, mais arrivés dans les entreprises, il y a des personnes qui sont appelées à être pensionnées, qui y sont encore. Mais ces jeunes gens, on va les engager pour le mettre où? Parce que l'entreprise a besoin de 120, l'entreprise a déjà ses 120 personnes, il y a 40 personnes qui sont appelées à être pensionnées, mais qui y sont encore? Où iront ces jeunes gens? Il est une foule de choses qui doivent être examinées tête froide au cours des assises qui s'intéressent au système éducatif congolais. J'avais mon local à moi. Aujourd'hui, les chefs de bureau se retrouvent dans un local avec 4 autres petites tables. Ça signifie qu'aujourd'hui, aux affaires étrangères, nous ne savons plus recevoir les stagiaires. Le cadre organique a explosé. Il est de grands-pères qui sont dans le bâtiment, parce qu'attendant l'heure de compte finale, comme nous l'appelons, et pensent encore tant qu'ils peuvent se déplacer, se mouvoir, ils pensent se présenter pour obtenir la petite prime. En dehors de la prime institutionnelle, les salaires. Mais ils ont fait venir dans les bâtiments, pour ne parler que des affaires étrangères, leurs enfants. Ou alors ceux qui ont l'âge de leurs enfants. Et ces enfants, aujourd'hui, ont également le leur dans les bâtiments. Et c'est dramatique. Et les politiques qui nous arrivent dans les bâtiments, il ne faut pas nous voiler la face, nous amènent un trop-plein de collaborateurs. Et quand ils s'en vont, ils nous laissent. S'ils ne les affectent pas en poste diplomatique directement, sans rudiment, sans notion liminaire de la diplomatie, eh bien, ils nous laissent, ces collaborateurs, leurs collaborateurs, dans les bâtiments. Au point qu'aujourd'hui, il est grand temps que l'on nettoie dans la cour. Ça signifie que tous ces étudiants qui ont terminé, par exemple, en relations internationales, qui sont prédisposés parce qu'ayant des prérequis pour embrasser la diplomatie, mais ils ne savent pas nous rejoindre dans les bâtiments, parce qu'il n'y a plus d'espace. Donc ça signifie que de ces côtés-là, il y a un problème d'emploi, oui, mais que ceux qui ont fait leur temps, qui ont rendu de minants, loyaux services à la nation, soient remerciés dignement. Et que ceux qui ne répondent pas au profil et qui n'ont pas les qualités voulues ou les parchemins indiqués, eh bien qu'ils cèdent l'espace à ceux qui ont les profils robots, le portrait qu'il faut pour la diplomatie aujourd'hui. Et j'évoque ici, parce que la charité mal ordonnée commence par autrui, j'évoque ici une maison que je connais bien, comme le fond de ma poche, de la cave jusqu'aux antennes. Mais les mêmes réalités se répercutent dans plusieurs ministères. Donc là aussi, voici un élément à prendre en ligne de compte, même si on ne sait pas caser tout le monde, mais dans un début, avec ces coups de balai, sans méchanceté aucune, nous pouvons déjà baliser les terrains et préparer l'avenir du devenir de ceux qui attendent au portillon de certaines structures et leur assurer l'espoir doublé d'espérance. Sinon, moi-même par moments, quand je me retrouve dans les auditoires, je me pose la question, mais dans quelques mois, ça sera la fin de l'année académique. Je vais devoir, en ma qualité de chef d'établissement, procéder au rituel collation des grades académiques. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Même pour le mien ici, à l'IFASIC, ce sont les communicateurs. Ce sont ceux qui, professionnels des médias. Mais Dieu merci, il y a un grand nombre de chaînes. Mais là aussi, il y a véritablement un problème. Ceux qui sont recrutés, mais c'est pour quel salaire? Surtout que bon nombre se retrouvent sans contrat aucun. Ils peuvent du jour au lendemain être remerciés. Et même s'ils ont trouvé un emploi, mais c'est sans lendemain. Et quand c'est sans lendemain, mais ils versent dans les coupages. Des pratiques que l'éthique et la déontologie professionnelle journalistique prohibent, interdit. Donc voici que ils sont nombreux, comme je le disais tout à l'heure, de problèmes, des pans entiers que nous devons résoudre en amont. Sinon, nous continuerons à verser les larmes, tout en ne résolvant pas l'équation. Et cette fois, c'est gravissime. Pourquoi? Parce que c'est une équation à plusieurs inconnus. Mais ces inconnus, nous pouvons les déceler, les décrypter. Et au fur et à mesure que la volonté y est, la responsabilité s'en mêle, nous pouvons petit à petit redresser cette barque qui tangue. Dieu merci, elle n'a pas encore chaviré, mais nous souhaitons de tout notre vœu que ça ne chavire pas du tout. Il y a quelque part les ressentiments, et ceci amène à coup sûr à la révolte. Pas nécessairement pour casser, brûler, mais
se poser 1000 fois au cours d'une journée la question, pourquoi est-ce que j'ai usé le fond de mes pantalons sur le banc dans des auditoires pour me retrouver dans cette situation? Mais le gouvernement devra également penser à créer davantage des emplois. Parce que j'ai un schéma. C'est avec beaucoup d'emplois que nous pouvons garantir la production. Et c'est la production qui nous assure la création des richesses. Et grâce aux richesses, nous pouvons évoquer la croissance, le produit national brut par tête d'habitant. Et grâce à la croissance, la porte du progrès s'ouvre, sans lesquels progrès, il n'y a pas de développement. Et je retiens du développement cette esquisse notionnelle et définitionnelle sociologique courte mais complète, c'est l'écart type à combler entre ce qui est et ce qui devrait être. Professeur, un message d'espoir à tous ces jeunes qui vous regardent. Eh bien, qu'ils ne laissent pas tomber le bras, qu'ils ne s'imaginent pas qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. L'espoir fait vivre, dit-on, mais j'ajoute toujours, dommage, il ne nourrit pas. Mais fasse le ciel qu'à tous les niveaux, que chaque responsable, en commençant par la cellule mère, la famille, que les responsabilités qui se trouvent être partagées soient prises de manière intelligible, de telle manière que le parent, par exemple, ne s'imagine pas que l'avenir de leur rejeton ne pourrait être envisagé qu'au travers de leur passage à l'université. Il est de structures professionnelles. Et nous souhaiterions, moi personnellement je souhaite que nous ayons des grandes écoles chez nous, pas des universités, mais des grandes écoles qui préparent la jeunesse à l'embauche, à ces travails rémunérateurs. Tout simplement parce qu'au sortir de ces grandes écoles, le travail pourra être une réalité. Mais aussi que davantage nous pensions à créer des génies qui peuvent, à leur tour, créer les emplois, ce qui n'est pas exclu. Et ces filières sont indispensables aujourd'hui. Donner l'outil de travail pour qu'à son tour, celui-là puisse en faire un instrument qu'il pourrait mettre entre d'autres mains. Et de cette façon-là, réfléchi, je pense que nous aurons trouvé un début de solution à cette question sempiternelle, à cette question lancinante qu'est l'emploi, surtout l'emploi des jeunes qui se retrouvent être frustrés, en plein dans des rancœurs, des ressentiments, tout simplement parce que les parents auront engagé assez de frais, mais qu'à terme, au lieu d'être utiles, à leur tour, de pouvoir soutenir la famille qui s'est quelque peu paupérisée, clochardisée pour assurer les études de rejetons, se retrouvent en panne sèche. Et je crois que c'est là les drames. Mais rien n'est perdu. Je crois qu'il y a encore une lueur d'espoir et que chacun fasse ce qu'il doit faire là où il est, parce que concerné par la jeunesse, le fer de lance, l'avenir de demain, mais aussi parce que ces pays, aujourd'hui nous autres, nous avons pris de l'âge. Mais de quoi demain sera-t-il fait si nous n'avons pas pensé à redorer le blason terni? Je pense ici à cette jeunesse, quelque peu découragée, mais une fois de plus, que les découragements n'habitent pas leur âme et que l'espoir soit leur partage au quotidien. Un mot de la fin, Pamela, merci. Merci d'être venue à moi pour que nous partagions ensemble ce qui constitue une pierre dans la chaussure de tout un chacun. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était votre émission L'élite qui parle. Si vous aviez aimé, dites merci à Elim Botoné qui est le caméraman Héritage Kinshasa. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.